On entend souvent que la technologie, et particulièrement les réseaux sociaux, menacent la démocratie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le problème à l'envers. Comment pourrait-on utiliser la technologie pour booster la démocratie ? Ça, c'est une question qui est au centre des préoccupations du Parti pirate, un parti politique relativement peu connu, mais implanté dans de nombreux pays, et qui a fait des questions numériques et démocratiques son cheval de bataille. Dans l'entretien d'aujourd'hui, on se questionnera donc sur l'état actuel de la démocratie et sur les manières dont on pourrait utiliser la technologie pour l'améliorer. Pour faire cela, je serai accompagné de Florie Marie, diplômée de management des organisations, spécialiste dans l'analyse des processus décisionnels et présidente du Parti pirate international. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Mais si tu pourrais nous faire un petit rappel de pourquoi la démocratie actuelle c'est nul, pourquoi est-ce qu'elle est globalement défaillante ? Alors il y a plein de raisons, mais pourquoi Alors on va rester sur le champ français, parce que on pourrait parler longuement de tous les pays du monde, mais on va rester juste en France. Pourquoi est-ce que la Ve République est une catastrophe ? Il y a beaucoup à dire sur la Ve République. Je pense globalement même, c'est pas propre à la France, c'est dans le monde entier. Globalement, j'y reviens, c'est le patriarcat. On a cette faculté de se dire, la démocratie, c'est voter pour des gens. Sauf que la démocratie, c'est pas voter pour des gens. La démocratie, c'est faire démocratie, c'est prendre des décisions et faire en sorte que le peuple décide pour le peuple, et donc que la décision soit par le peuple et pour le peuple. C'est ça la démocratie. Dans les années Lumière, il y avait deux écoles qui se battaient. Il y avait l'école républicaine et l'école démocrate, déjà à l'époque. L'école républicaine disait il faut qu'on élise des personnes qui vont voter pour les gens. Et l'école démocrate disait il faut qu'on permette aux gens de voter pour des choses. Et qu'on permette aux gens de décider. Sauf qu'à un moment, on s'est retrouvé face à un vrai mur qui était que on va pas pouvoir permettre aux gens de décider, parce que déjà, pour pouvoir permettre aux gens de décider, il faut qu'ils aient le temps de débattre. Donc, il faut qu'ils puissent avoir le temps de prendre de chacun débattre. Et puis à l'époque, les années Lumière, il y avait pas le téléphone, c'était les balbutiements de la communication horizontale. Il n'y avait clairement pas Internet. À l'époque, c'était pas du tout possible. Et donc, on n'avait pas la possibilité d'échanger aussi rapidement de tout un tas d'informations. Là, aujourd'hui, on est tous les deux, on échange tous les deux. C'est magique. Enfin, pour les gens à l'époque, ce qu'on est en train de faire là, c'est magique. Et ça n'existait pas à l'époque, en fait. Et donc, c'était pas possible de débattre et de prendre le temps du débat à l'époque. Et par ailleurs, c'était pas possible de mettre tout le monde dans la même pièce. Parce que pour prendre une décision, il faut être en capacité de mettre tout le monde dans la même pièce. Le truc, c'est que on a réussi quelque chose aujourd'hui. C'est que grâce à Internet, on est en capacité aujourd'hui de prendre le temps du débat, parce que les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, ils sont instantanés. Ils sont aussi rapides aujourd'hui sur Internet que en face-à-face, en vrai. Quand on est en face-à-face, on va échanger comme ça, ensemble, on va discuter, etc. Et en fait, sur Internet, maintenant, avec les outils tels que les messageries instantanées, on peut envoyer un message de la même manière qu'on parlerait à quelqu'un en face de soi. Avec juste la seule différence, c'est qu'on va écrire, et que du coup, ça va prendre peut-être un peu plus de temps d'écrire pour certaines personnes qui auraient peut-être plus de facilité à parler. Bon. C'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément écrire, et que c'est vrai que c'est une des limites. Mais cela dit, on arrive aussi à parler, en fait. Là, ensemble, on est en train de discuter comme si on était l'un en face de l'autre. Et donc ça, c'est Internet qui nous permet ça. Et cette discussion, en plus, tu vas la mettre en ligne plus tard, et donc cette discussion, elle va être publique. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir écouter ce qu'on a dit, et qui vont pouvoir se faire une propre opinion aussi de ce qu'on a dit, nous, et se dire, il y a eu ce débat-là, on n'a pas débattu, mais il y a eu cette discussion-là qui a eu lieu, je vais pouvoir, moi, en tirer des conclusions, et peut-être amener aussi une réflexion derrière. Donc, en fait, aujourd'hui, on est capable d'avoir le temps du débat. Via Internet, on peut avoir le temps du débat pour tout le monde, que tout le monde puisse participer au débat. Et par ailleurs, on est en capacité aussi, via Internet, de rassembler tout le monde dans la même pièce. On peut être tous sur Twitter. C'est plus le cas maintenant. Mais on peut être tous sur un réseau social. On pourrait tous être rassemblés sur un même réseau social, et du coup être en capacité, tous ensemble au même endroit, de prendre des décisions pour notre société, en fait. Pour évoluer et pour amener peut-être une nouvelle façon de décider, une nouvelle façon de diriger, de gouverner notre pays.
Donc aujourd'hui, ce que les Lumières revendiquaient à l'époque, qui n'était pas possible à l'époque, aujourd'hui, on est en capacité de le faire grâce à cet outil merveilleux qui est Internet, qui est un outil vraiment merveilleux. Pour moi, Internet, c'est l'équivalent de l'écriture ou l'imprimerie même. C'est vraiment une grosse évolution technologique qu'on n'a malheureusement pas encore pris en main et dont on n'a pas encore pris en considération l'ampleur que ça pouvait avoir sur notre société et sur notre façon de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous nos problèmes, mais ça nous permet quand même par exemple, savoir qu'il y a un coup d'État dans tel pays et qu'il y a toute une population qui est opprimée, qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir dans le Caucase, qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir au Liban, qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir en Iran. Enfin voilà, il y a dans plein d'endroits où on est en capacité de savoir que il y a des populations qui sont opprimées, que il y a eu le printemps arabe qui a beaucoup été relayé sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs existé grâce aux réseaux sociaux. Il y a tout un tas de mouvements de population, de mouvements sociétaux et sociaux qui ont eu lieu grâce et surtout grâce à Internet en fait, et avec l'aide d'Internet. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est au cœur de notre vie, de notre quotidien. On ne peut plus rien faire sans Internet malheureusement, et pour autant, on ne l'a pas du tout intégré dans nos méthodes de prise de décision et dans nos méthodes de gouvernance. Pas du tout. C'est même les députés aujourd'hui, ils vont se pointer à une commission et ils peuvent pas voter par Internet. Ils n'utilisent pas le vote par Internet, ils n'utilisent pas le vote électronique, le vote en ligne, etc. Nous, donc au Parti Pirate et plus largement, je pense, dans d'autres organisations, parce que moi, le Parti Pirate français, à la fin du mois d'octobre, j'en serai plus porte-parole, mais ça m'empêchera pas d'avoir des engagements militants et de continuer dans cette direction-là à m'engager pour les questions démocratiques. Donc, depuis la fin du mois d'octobre, je ne suis plus porte-parole, parce que du coup, je pense que ça va être publié après. Donc, du coup, voilà. Mais donc, la question, c'est ce qu'on a mis en place au Parti Pirate aujourd'hui. Pour moi, j'estime que c'est une grande avancée démocratique, qui est le système de démocratie délégative. La démocratie délégative... Juste, avant de partir là-dessus, donc, si je devrais résumer un petit peu ce que tu as dit là, donc, on a une démocratie actuelle qui est censée être une démocratie représentative, mais qui est déjà pas particulièrement représentative. En plus de ce fait-là, on peut se poser la question de est-ce qu'une démocratie représentative, c'est vraiment la meilleure des choses ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des formes de démocratie beaucoup plus directes ? Et puis aussi, sur l'aspect, peut-être, beaucoup de gens vont dire voilà, que, par exemple, la technologie peut menacer la démocratie, ce qui, d'une certaine manière, est vrai, parce qu'avec des réseaux sociaux, ce genre de choses, ça peut créer des choses qui menacent la démocratie. Mais, donc toi, tu le dis aussi, ça peut être utile, justement, à la démocratie de bien des manières, quoi. Et sur l'aspect, disons, vote électronique et vote en ligne, j'aimerais juste comprendre, est-ce que toi, tu fais une différence entre les deux ? Concrètement, en fait, on entend quoi par vote électronique et vote en ligne ? Le vote électronique n'est pas forcément en ligne. Le vote électronique, ça peut être aussi à travers les machines à voter. En fait, c'est le système de vote pas papier, en fait, du coup. Mais le vote en ligne n'est pas forcément un vote par machine à voter. Du coup, le vote par machine à voter reste un vote électronique à proprement parler, vu que on utilise la technologie pour voter, mais on n'utilise pas Internet. Ouais, je fais cette différence-là. Du coup, les machines à voter, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ont voté, combien de personnes l'ont utilisé et combien de personnes... du coup, on n'arrive pas à compter les bulletins parce qu'on n'a pas la visibilité sur les bulletins, on n'a pas l'urne avec transparente avec tous les bulletins dedans. Et ça, cette notion d'urne, quand on a un vote, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que c'est un des piliers de la démocratie, de savoir de la transparence du vote. Pas savoir qui a voté quoi, c'est normal qu'on ne sache pas qui a voté quoi. Et là, c'est le problème du vote électronique globalement, c'est qu'on peut savoir qui a voté quoi en fait. C'est qu'on peut se dire... Il n'y aurait pas de moyen, disons, de rendre ça justement anonyme ou quelque chose comme ça ? Non. Ok. C'est pareil, on m'a parlé, il y a plusieurs personnes qui sont absolument fans de la blockchain et qui disent oui, on pourrait utiliser la blockchain pour voter, ce serait génial. Alors non, la blockchain ne permet pas d'anonymiser un vote, elle ne permet pas d'anonymiser une transaction. La blockchain, elle permet de sécuriser peut-être potentiellement une transaction ou de faire en sorte que la transaction, on sache qu'elle a eu lieu et qui a été réceptionnaire de la transaction et qui a été à l'origine de la transaction. Oui.
mais elle ne permet pas, enfin la blockchain, globalement, elle ne permet pas d'anonymiser des choses. Internet ne permet pas d'anonymiser des choses. En fait, nul n'est anonyme sur Internet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que personne n'est anonyme sur Internet. On peut être sous pseudonyme sur Internet, mais personne n'est anonyme sur Internet. On sait qui est derrière un pseudonyme. Si on creuse un peu, on va savoir qui est derrière un pseudonyme. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête parce que plein de gens aujourd'hui se battent contre l'anonymat en ligne avec des gros guillemets. Mais en vrai, il n'y a pas d'anonymat en ligne. En fait, la chose qu'on devrait faire, plutôt que de mettre en place des lois sur l'anonymat en disant qu'il faut lutter contre l'anonymat, etc., en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre plus de moyens dans la justice. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de problème en fait avec l'anonymat. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir avoir une justice efficace qui, dès lors que des personnes se font agresser sur les réseaux sociaux par des personnes qui, sous couvert d'anonymat, commencent à les insulter ou à les maltraiter en meute, on n'a aucun moyen financier en fait on n'a pas suffisamment de moyens dans la justice pour aller chercher ces personnes qui ne sont pas anonymes, qui sont vraiment sous pseudonyme, parce qu'on a aucun moyen au niveau de la justice pour faire ça. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà rentré, si toi t'es déjà rentré dans un commissariat ces derniers temps. Moi, je suis allée il y a pas très longtemps pour des raisons personnelles. Ils ont des ordinateurs qui datent des années 90. Ils ont des outils qui fonctionnent pas. Moi, j'ai été déposée de main courante et la personne que j'avais en face de moi, elle a eu peur à un moment parce qu'elle a appuyé sur un bouton. Elle a eu peur que tout ce qu'elle venait de faire ait été supprimé. Et la personne à côté de moi, l'autre policière qui était dans le bureau, elle m'a dit nous, nos serveurs, ils sont surchargés. Donc, quand on veut faire quelque chose, la moindre opération, ça prend 10 minutes. Et au-delà de ça, en plus, le pire, c'est que je suis arrivée dans le commissariat, on m'a dit on ne sait pas trop si vous allez pouvoir être reçu parce qu'on n'a aucune visibilité sur le nombre de personnes qui sont avant vous. Donc, parce qu'en fait, le logiciel, et ça, je l'ai appris en partant, le logiciel qui permet de noter les personnes qui sont rentrées, en fait, il était en panne. Et c'est... Alors, peut-être que je suis arrivée au mauvais moment ou quoi, mais ça m'est arrivé régulièrement de rentrer dans le bureau d'un officier de police judiciaire et que je vois une pile comme ça de documents où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces documents ? En fait, c'est des plaintes, c'est des paquets de plaintes qui sont déposés sur son bureau et qui ne seront jamais traitées. Parce qu'en fait, la justice, elle est surchargée, que la police, elle a très peu de moyens et qu'en fait, on préfère mettre des moyens dans des systèmes de vérification, d'anonymat, machin, qu'on préfère passer du temps à essayer de légiférer sur des sujets qui n'ont pas besoin d'être légiférés plutôt que de mettre, des moyens à disposition de la justice pour lutter contre le harcèlement en ligne, l'anonymat, pas l'anonymat, mais contre le harcèlement en ligne, contre les menaces, contre tout ça. Bref. Mais donc, oui. Et ouais, du coup, par rapport au vote en ligne, le principal problème, ce serait justement qu'on puisse savoir qui a voté quoi. Est-ce que tu vois d'autres problèmes dans le sens où on pourrait trafiquer des élections, ce genre de choses, ou pas particulièrement ? Bien sûr, on peut savoir qui a voté quoi, on peut trafiquer les élections, on peut influencer le vote, parce que la personne qui vote en ligne, elle voit son ordinateur, on ne sait pas s'il n'y a pas une tierce personne derrière elle pour lui dire quoi voter. On n'a aucun moyen de vérifier que la personne, elle est intègre quand elle va voter. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas si c'est vraiment la bonne personne qui vote. On n'a aucune vérification de ça. C'est même avec tous les systèmes qu'on pourrait mettre en place, il y aurait toujours moyen de falsifier un vote. Dire, ok, on va vérifier que c'est bien la bonne personne qui vote. Et en fait, on va mettre en place un système de reconnaissance faciale. La personne doit montrer son visage pendant qu'elle vote. Bon, déjà, on n'a pas tous une caméra chez soi. Mais en plus, derrière, ça implique oui, d'accord, on va montrer son visage juste avant de voter, puis au moment de voter, il y a quelqu'un d'autre qui va passer derrière et qui va dire mets ça. Ou alors même en montrant son visage, on a quelqu'un d'autre qui est derrière et qui dit tu votes ça. Enfin, en fait, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour vérifier l'intégralité du vote. Le fait de ne pas subir de pression quand on va voter. Le fait de pouvoir comprendre le système qui est utilisé pour voter. Et le fait de pouvoir maintenir l'anonymat du vote. Et donc, c'est plusieurs raisons qui font que le vote en ligne, le vote électronique, ou quel que soit le système de vote ou la blockchain, etc., ne peuvent pas être appliqués. Parce que dans tous les cas, dans tout ce que je viens de citer, il y aura toujours au moins une des trois conditions-là que j'ai citées qui ne serait pas respectée. Et la plus importante dans la question de la blockchain ou du vote électronique, ou du vote en ligne, c'est la possibilité de comprendre comment fonctionne le système. Quand on va voter pour une élection, malheureusement, on va voter que pour des élections. J'aimerais bien qu'on vote pour des idées, mais on vote pour des personnes. Bon, c'est comme ça.
Quand on va voter, je reviendrai, quand on va voter pour une élection, on va dans un isoloir, on va mettre un bulletin dans une enveloppe, on va mettre son enveloppe dans l'urne et à la fin, on compte le nombre d'enveloppes qu'il y a dans l'urne, le nombre de personnes qui ont voté et on regarde quelles sont les votes qui ont été réalisés. C'est simple. C'est extrêmement simple. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. On explique ça à des enfants en éducation civique quand ils ont 8 ans, 7 ans. C'est vraiment extrêmement simple. Le principe du vote, tel qu'il existe aujourd'hui dans la plupart des pays, que ce soit un bulletin de vote ou un bulletin unique comme ce que je racontais tout à l'heure, où on coche une case ou quoi, le principe juste de mettre son bulletin dans une enveloppe, de mettre son enveloppe dans une urne transparente et de pouvoir compter le nombre de personnes qui ont voté et le nombre de bulletins qu'il y a dans une urne pour savoir si le vote a bien été respecté, si l'intégrité du vote n'est pas atteinte, c'est extrêmement simple. La blockchain, on ne sait pas comment ça marche. Même si on nous explique 15 fois comment ça marche, c'est hyper compliqué. Le vote électronique, c'est le vote, les machines à voter, c'est pareil, on ne sait pas le logiciel qu'il y a dedans, on ne sait pas s'il intègre ce logiciel, s'il n'y a pas quelqu'un qui a allé bidouiller le truc pour dire, s'il y a un vote pour telle personne, on compte 2 votes. Par contre, s'il y a un vote pour cette personne, on efface le vote. On ne sait pas en fait et en plus ça a été déjà vérifié qu'effectivement dans certains cas le logiciel a bien été trafiqué, donc c'est beaucoup plus facile à trafiquer et c'est beaucoup plus compliqué à comprendre en fait. Le principe de la compréhension du vote, c'est un principe fondamental dans le vote. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette capacité, cette faculté de comprendre comment fonctionne le vote, c'est derrière extrêmement compliqué derrière de pouvoir c'est juste pas possible, en fait, de maintenir un fait démocratique, de faire en sorte qu'on puisse voter en toute intégrité et de maintenir l'intégralité du vote. Donc, il y a rien qui va dans les systèmes électroniques de vote. Je veux dire, c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est une avancée, ça permet de simplifier le fait de voter, tu peux voter depuis la maison et tout ça, mais du coup, ça pose beaucoup de problèmes. Mais du coup... Finalement, si on reste dans le même système qu'aujourd'hui, etc., qu'on n'applique pas encore la démocratie liquide dont on parlera et tout ça, donc finalement, vous seriez pour conserver la façon dont on vote aujourd'hui. Qu'on applique ou pas la démocratie liquide, oui, en fait. C'est pas la question. Le sujet de la démocratie liquide, c'est encore un autre sujet. Mais la méthode de vote aujourd'hui, avec le bulletin papier, physique et tout, c'est une méthode, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de changer ça, en fait. Aucune raison. Ok. En vrai, c'est hyper intéressant qu'un parti qui soit autant axé sur la technologie et tout ça, le numérique, dise ça, parce que, tu vois, je pense beaucoup de gens qui pourraient dire ce que tu dis là, pourraient dire justement, ah ouais, mais vous êtes contre le progrès ou je sais pas quoi, tu vois. mais ouais, du coup, ça pose vraiment des grosses questions que personnellement, je connaissais pas du tout, donc oui, hyper intéressant. Oui, mais il y a un progrès nécessaire de toute façon dans le système. Ce que tu disais, oui, effectivement, le système qu'on a aujourd'hui, c'est un système représentatif. Il y a une nécessité de progresser à ce niveau-là. On ne peut pas conserver ce système représentatif, c'est pas possible. Pas aujourd'hui, plus maintenant non plus, avec la connaissance à portée de main. Par contre, les techniques de vote, aujourd'hui, il y a rien qui peut remplacer ça. Il y a rien de plus simple que de mettre un bulletin dans une urne, et on a besoin de simplicité. Ne serait-ce que pour faire en sorte qu'un vote soit intègre. C'est vraiment une question d'intégrité d'un scrutin. Tu peux pas mettre en place des systèmes compliqués parce qu'il y a nécessairement besoin que les personnes qui vont voter comprennent ce qu'elles font, en fait. Ouais. Et juste, du coup, après, je suis prêt, on passe au truc qui t'intéresse le plus. Mais donc, sur la page Instagram, en fait, du Parti Pirate, c'est marqué le Parlement européen doit mettre en place un outil de participation électronique qui permettra aux citoyens de débattre ensemble des propositions législatives, de proposer des amendements et de voter les amendements proposés en ligne. Nous souhaitons réformer l'initiative citoyenne européenne. Du coup, là, ça serait quand même du vote en ligne ou pas ? Donc ça, c'est le programme du Parti Pirate européen, donc, qui a été ratifié il n'y a pas très longtemps par le Parti Pirate français. Là, il y a 2 choses. Il y a la question de voter pour les lois et la question de voter pour les amendements, donc de soutenir ou pas des amendements. C'est à 2 niveaux. Après, le programme du Parti Pirate européen, il est perfectible, quoi qu'il en soit,
Mais effectivement, on va mettre en place des systèmes de débat en ligne qui permettent aux gens de participer au débat et nous, c'est notre objectif, c'est comme ça qu'on a construit aujourd'hui le Parti Pirate Français, c'est de permettre aux gens de débattre en ligne à travers des assemblées permanentes, donc en permanence en fait, à travers un forum pour que tout le monde puisse apporter son argument et que tous les arguments puissent être déposés par tout le monde. Le vote ensuite sur les amendements, effectivement, c'est... En fait, le truc, c'est qu'il faut accepter, quand on fait un vote en ligne, il faut accepter qu'il y ait un des 3 piliers que j'ai donné tout à l'heure qui soit brisé. Et ce pilier-là, en l'occurrence, dans le cas qu'on cite ici, c'est l'anonymat. Le principe du vote en ligne, on peut vérifier que suffisamment de personnes, qu'on a exactement le même nombre de voix que de personnes, et on peut vérifier en plus qu'on a bien voté, que notre vote a bien été pris en compte, parce qu'on va briser l'anonymat. Alors, c'est un risque, le fait de briser l'anonymat. C'est que du coup, les personnes qui vont participer à un vote, elles s'engagent personnellement. Donc, c'est un choix que nous, on a porté au sein du Parti Pirate qui n'est pas forcément entendable dans toutes les circonstances. Quand on parle des idées, c'est plus facile que quand on parle des personnes. C'est plus facile de dire on va voter pour cette idée-là parce que c'est quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose qu'on souhaite, plutôt que on va voter pour cette personne-là. C'est vraiment plus simple, en fait. Et c'est pour ça que il y a cette volonté aussi à un moment au Parti Pirate de désolidariser les personnes des idées. En tout cas, c'est pas l'homme de l'artiste, ça n'a rien à voir. Mais c'est de se dire qu'à un moment, nous, notre volonté, c'est d'aller vers une démocratie qui soit, tu disais, directe. Moi, je vais parler de délégation, mais c'est plus une démocratie, en tout cas, qui va permettre, une vraie démocratie, en tout cas, quoi qu'il en soit, qui va permettre aux personnes de s'exprimer sur des idées et d'arrêter de s'exprimer sur des personnes. Parce que vraiment, l'expression sur des personnes, pour nous, c'est pas du tout la démocratie. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On devrait pas avoir à voter pour des gens qui, derrière, vont faire n'importe quoi, en fait. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur ce que les gens font. Il n'y a pas de mandat impératif et on veut pas de mandat impératif non plus. Nous, on milite pas pour le mandat impératif. Le fait est qu'il y en a pas. Donc, c'est contre-productif aujourd'hui de voter pour des personnes. On devrait voter pour des idées. Et donc, pour ce faire, effectivement, nous, on va prôner le vote en ligne dans une moindre mesure, pour certains cas, et effectivement, dans le cas de propositions d'amendements, on les a défendus, c'est normal qu'on les vote, on a posé des arguments, on a débattu, on a participé. Donc à un moment, on accepte aussi de s'engager à ce niveau-là et de voter des choses en son âme et conscience. Et du coup, à ce niveau-là, l'anonymat, il est plus possible, en fait, parce que le vote en ligne, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, n'est pas anonyme. Donc, on va s'exprimer et exprimer un avis, une position ouvertement et de manière complètement publique. Et en assumant, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'anonymat, ça permet de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de fraude ou ce genre de choses, quoi. Oui, aussi, ça permet de vérifier le nombre de votes, quoi. De se dire, voilà, moi j'ai voté ça, je sais que j'ai voté ça, c'est affiché que j'ai voté ça, et on peut vérifier que j'ai voté ça. Et de savoir combien de personnes ont voté, et de compter, et aussi derrière, un peu comme on compte les enveloppes dans une urne, voilà, il y a tant de personnes qui ont voté, il y a eu tant de votes pour, tant de votes contre, on n'a pas altéré l'intégrité du scrutin. La seule chose qu'on a altérée, c'est l'anonymat. Mais bon, le Parti Pirate Français continuera à militer quand même pour le vote papier. Enfin, j'espère. Ouais. Je dis pas que... Aujourd'hui, c'est le cas. Je dis pas que demain, ça changera, ou ça changera pas, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le Parti Pirate, globalement, il est ce qu'il est grâce aux membres qui le composent. Donc, si les membres décident demain de dire non, on veut plus du vote papier, on veut passer sur un vote électronique, qui suis-je pour m'y opposer de toute façon? Voilà, après, peut-être que je ne serai plus dans ce parti si jamais ça défend ça, mais ça, je ne pourrais pas porter ça, moi, j'y arriverai pas. Déjà, le fait d'avoir cette position-là dans le programme européen, j'ai un peu du mal, mais bon, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je ne suis plus trop porte-parole et que je ne me présente pas pour les élections européennes. C'est qu'il y a des positions qui sont prises aujourd'hui qui sont difficiles à défendre à certains niveaux par certaines personnes dans ce parti. Et donc, tu parlais de démocratie liquide, aussi de démocratie délibérative. Délégative. C'est une différence. C'est la même chose. Délégative, ouais, pardon. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et puis aussi, du coup, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu trouves ça cool? La démocratie délégative, c'est la démocratie liquide, c'est la même chose. C'est juste que la démocratie liquide, c'est un anglicisme. En fait, ça s'appelle liquid democracy en anglais. Et en français, du coup, on va parler de démocratie délégative. On va plutôt utiliser un terme qui est un peu plus représentatif de ce que c'est. Le principe de la démocratie délégative, c'est pour ça que je vais utiliser le terme délégatif, du coup, plutôt que liquide. Le principe de la démocratie délégative, c'est que c'est
un peu à mi-chemin entre la démocratie purement représentative et la démocratie directe. Donc plutôt que de voter pour des personnes, on va plutôt donner nos voix à une personne ou plusieurs personnes pour faire en sorte que ces personnes votent à notre place. Ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider qu'on ne va pas donner notre voix à une ou plusieurs personnes, qu'on va conserver nos voix et qu'on va aller voter sur des choses. Donc du coup, on va plus voter pour des gens qui vont voter à notre place. On va potentiellement, possiblement, avec la possibilité de le faire, donner des voix à des personnes qui vont du coup voter à notre place. Mais à tout moment, on a la possibilité de reprendre nos voix et de voter pour nous et nous-mêmes à notre place à nous en tant que citoyens ou citoyennes. On peut aussi dire que on va donner nos délégations à une personne sur un sujet, dire voilà, sur ce sujet-là, j'ai confiance en cette personne parce que cette personne, elle est compétente, elle a montré qu'elle était compétente, que ce qu'elle porte est pertinent et du coup, je vais lui faire confiance pour voter sur ces questions-là. Et puis pour toutes les autres questions, je vais conserver mes délégations et voter en mon nom propre parce que je m'estime suffisamment compétente pour voter pour ces choses-là. On peut partir du principe, j'aime bien donner l'exemple du noyau familial. Dans une famille, globalement, on a souvent une personne qui vote, enfin qui va faire de la politique, et puis toutes les autres personnes qui disent c'est celle qui fait de la politique dans la famille. C'est un peu comme ça dans pas mal de cercles familiaux. C'est souvent qu'on a, lui c'est le politique, c'est lui qui s'engage en politique, après tous les autres sont là, on en a au moins dans la famille qui fait ça, donc du coup c'est cool. En fait, la délégation pourrait permettre de se dire, demain, dans un cercle familial, il y a une personne qui s'engage. C'est pas forcément le père, hein, ça peut être la mère aussi, ça peut être la fille, le fils, la sœur. Enfin voilà. Donc il y a une personne dans la famille qui s'engage, une personne qui va participer aux décisions, aux discussions, etc., qui va débattre et tout. Et donc on va donner nos voix à cette personne-là. Après, cette personne-là, rien ne lui empêche aussi de déléguer ses voix à d'autres personnes aussi. C'est juste que sur certains sujets, elle pourra parler, sur d'autres sujets, elle pourra déléguer. Enfin voilà, elle pourra exprimer un avis ou voter sur certains sujets, puis déléguer à d'autres personnes. Donc du coup, les délégations, elles peuvent se faire en cascade comme ça. On peut dire, moi, j'ai délégué mes votes à telle personne a délégué ses votes à telle personne. Alors après, ces personnes-là ne peuvent plus me déléguer leur vote. Moi, une fois que j'ai délégué, ça peut pas tourner en rond. Au moment, il faut que ça s'arrête quand même. Mais du coup, c'est un système de délégation qui fait qu'effectivement, à la fin, on va se retrouver avec des personnes qui vont peut-être sortir du lot sur certains sujets, en qui on va avoir une certaine confiance sur certains sujets. Mais ces personnes, elles vont tenir pendant un certain temps, mais ces personnes, elles vont avoir une responsabilité plus importante, je pense, que la responsabilité qui est donnée à travers un vote sur une personne. Et par ailleurs, cette responsabilité, du coup, comme à tout moment, elles peuvent perdre leur délégation, à tout moment, tout le monde peut dire non, mais c'est bon, je ne soutiens plus cette personne. À tout moment, elles peuvent être complètement blacklistées de toutes sortes de réseaux. Du coup, elles ont cette responsabilité qui est importante et qui va les contraindre à être respectueuses des idées qu'elles portent. Donc, elles ne pourront pas changer d'avis telle une girouette comme la plupart de nos élus. Elles ne pourront pas dire demain j'ai toujours milité contre la peine de mort, mais maintenant je suis pour la peine de mort. Ça, c'est pas possible, ça ne marchera pas, ça ne peut pas exister en fait. Je parle de la peine de mort parce que c'est souvent un sujet qu'on me ramène. Souvent on me dit mais vous n'avez pas peur en fonctionnant comme ça de remettre en question la peine de mort? Non. Juste non, a priori non. Et puis si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une majorité de la population qui serait en faveur d'une remise en cause de la question de l'interdiction de la peine de mort. J'ai envie de dire, si vraiment c'est ce que la population veut, qui sommes-nous pour lutter contre ? Enfin, à un moment, si les gens sont convaincus qu'il faut rétablir la peine de mort, même si j'en suis complètement opposée, bien c'est la démocratie. À un moment, il faut aussi accepter que des décisions soient prises parce que c'est la démocratie. Maintenant, il faut aussi, on a cette responsabilité-là, nous, en tant que citoyens, de militer et d'argumenter contre ça, en fait. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est là où les élus actuellement, ils ont perdu. C'est que ils sont plus du tout dans la recherche d'argumentation, ils sont plus du tout dans la recherche de convaincre les gens. Ils sont beaucoup plus dans le combat et dans la confrontation, plus que dans le partage des convictions. Et du coup, on a perdu le débat d'idées à certains niveaux, notamment sur les questions d'immigration, sur les questions d'acceptation des populations extérieures, sur les questions d'ouverture des frontières. On a complètement perdu le débat, en fait, on a complètement perdu pied et on a laissé des personnes avec des idées nauséabondes prendre le pouvoir et prendre le pas sur d'autres personnes sur ces sujets-là. Et je pense en fait qu'un système comme ça de démocratie délégative, un système qui remettrait les citoyens au cœur du débat et permettrait à chacun d'entre nous de participer au débat, je pense qu'un système comme ça, en fait, ce serait un système qui serait vertueux pour notre société et qui nous permettrait vraiment de sortir de cette
situation aujourd'hui extrêmement conflictuelle où on est soit dans le noir, soit dans le blanc, mais jamais dans la zone de gris, en fait, jamais en capacité de trouver des consensus pour avancer ensemble. Et voilà, du coup, c'est vraiment pour ça que, pour moi, ce système de démocratie délégative, c'est vraiment une manne, un levier pertinent pour amener notre société ou faire élever notre société, en tout cas nous faire progressivement sortir du patriarcat. Parce que bon, on a vraiment un problème avec le patriarcat où on se dit, il faut voter pour des gens qui vont voter à notre place. En fait, il est où c'est quoi la démocratie là-dedans ? On laisse des gens décider à notre place ce qui est le mieux pour nous. À quel moment est-ce qu'on a perdu complètement de vue la possibilité que nous-mêmes, on était en capacité de décider pour nous-mêmes ? Avant, peut-être qu'on avait besoin de ça. Peut-être que maintenant, on est en capacité de décider pour nous-mêmes. Je pense de plus en plus. Je pense que... En fait, tu mets le point sur un truc hyper intéressant, notamment avec ton exemple de la peine de mort. C'est que je pense que ce système, et de manière générale, des démocraties plus directes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, nécessite vraiment un environnement médiatique qui soit clean, entre guillemets. Genre qui appartiennent pas à des grands avec des mecs qui ont plein d'argent et qui disent à tout le monde ce qu'ils doivent penser, à des réseaux sociaux qui appartiennent à je sais pas qui, etc. Parce que vu que c'est ces plateformes qui mettent en avant certaines idées, etc., finalement les gens vont voter avec leur avis, mais leur avis a été complètement manipulé par cette sphère médiatique, quoi. Donc c'est hyper important à ce niveau, je pense. Oui, aujourd'hui, on a des tas de réseaux sociaux différents, mais au final, il n'y en a aucun qui permet d'avoir un débat sain et respectueux des sujets qui sont au cœur de notre quotidien, en fait. Je pense qu'on a besoin de ça, mais on a besoin de ça et on a besoin de prendre du recul en fait sur l'empreinte que ont aujourd'hui les médias dans le débat médiatique, dans le débat politique, pardon. Et on a besoin aussi de prendre du recul sur l'usage qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux, justement parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont au cœur de la décision démocratique et du débat démocratique. Et ils sont beaucoup trop imprégnés en fait. On utilise beaucoup trop les réseaux sociaux pour le débat et on a laissé ces réseaux sociaux prendre beaucoup trop de place en fait aujourd'hui, notamment et surtout Twitter, enfin X maintenant, mais en fait ce réseau-là est devenu tellement central et tellement primordial qu'il y a des personnes qui ne font que communiquer dessus, en fait, qui ne communiquent plus par d'autres réseaux sociaux, des personnes morales ou physiques, je parle de tout, que ce soit des députés ou des entreprises, c'est des personnes qui vont utiliser aujourd'hui Twitter pour communiquer avec des usagers, pour communiquer avec leur public et on a des communications qui passent aujourd'hui principalement, exclusivement sur Twitter et plus sur d'autres systèmes. Et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont plus sur Twitter. En fait, en plus, ce réseau est devenu tellement toxique ces dernières années que c'est même dangereux en fait aujourd'hui pour pas mal de gens de rester sur ce réseau-là. Donc il y a énormément de choses à faire sur le débat démocratique pour le permettre et pour permettre aux gens de parler entre eux. L'une des choses à faire, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent aux personnes vraiment d'échanger entre elles à travers des endroits safe et sains correctement surveillés, correctement modérés, parce qu'en fait, le vrai sujet, globalement, mais partout, que ce soit dans la politique, dans les partis politiques, et je suis bien placée pour le savoir, mais que ce soit dans les partis politiques, sur les réseaux sociaux, globalement dans l'engagement au quotidien, la vraie problématique, une des principales problématiques, c'est la modération des propos. Des personnes qui deviennent extrêmement violentes et virulentes les unes avec les autres sous couvert de débats d'idées, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument lutter. Des personnes qui diffusent des fausses informations en continu sur tout un tas de sujets, ça, c'est des choses sur lesquelles on doit absolument être très vigilant. Et il n'y a pas de secret, en fait. On a besoin déjà de l'humain dans ça, et on a besoin de la technologie aussi, parce que la technologie, en alimentant des intelligences artificielles justement dans la bonne direction, va nous permettre de faire attention à ce que des fausses informations ne soient pas diffusées à tort et à travers, va nous permettre aussi de faire en sorte que des personnes ne soient pas extrêmement violentes ou virulentes les unes avec les autres, et elles vont nous permettre aussi d'assainir vraiment le débat public. Mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est un levier phénoménal, fondamental dans le débat public, mais il faut qu'on sache les utiliser correctement
Et je pense qu'on n'a pas encore aujourd'hui de réel... moi, j'utilise Internet pour communiquer avec mes amis depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait super longtemps. J'ai 36 ans, donc ça fait 23 ans que j'utilise Internet pour communiquer avec mes amis. J'ai utilisé Caramel, j'ai utilisé IRC, j'ai utilisé les chats Wanadu, j'ai utilisé tout un tas de systèmes pour communiquer. Les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose de génial parce qu'ils permettent vraiment des échanges au quotidien avec tout un tas de personnes et d'être à la portée et de discuter avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais eu la possibilité de discuter parce qu'on n'est pas forcément issus des mêmes milieux sociaux. Et donc, ça nous permet d'élargir des cercles de connaissances vraiment de manière extrêmement exponentielle, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai pu être en contact avec des tas de personnes grâce aux réseaux sociaux. On a été en contact tous les deux grâce aux réseaux sociaux. Pas forcément ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, mais voilà, j'ai pu rentrer moi-même en contact avec des tas de personnes avec lesquelles j'aurais jamais espéré rentrer en contact grâce aux réseaux sociaux, des économistes de renom, des personnalités de la recherche, de la science qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses. Mais aujourd'hui, ils sont dévoyés par le capitalisme, le patriarcat, enfin, en fait, tous les vieux démons qu'on a et contre lesquels on essaie de lutter le plus possible aujourd'hui au quotidien, en fait, sont les outils du dévoiement des réseaux sociaux. Et je pense qu'on a une richesse qui est justement Internet, qui nous permettrait d'être extrêmement prolifique en matière de débat public et en même temps qu'on a ces blocages qui sont mis en place et qui empêchent le débat d'avoir lieu dans les meilleures conditions. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, j'y travaille, j'y réfléchis, ça fait partie de mes engagements personnels, trouver un moyen pour aller au-delà de ça et produire quelque chose de concret qui nous permettrait de sortir de la crise démocratique dans laquelle on est. Parce qu'il y a la crise effectivement environnementale, il y a la crise effectivement sociale, mais il y a aussi une crise démocratique qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et si on ne sort pas de cette crise-là, on peut toujours essayer de sortir des deux autres crises, on n'y arrivera pas. Donc on n'a pas trop le choix en fait. Au niveau de la mise en place de la démocratie délégative, du coup, en fait, vous avez des idées de comment est-ce que ça pourrait se faire ? Genre, je sais pas, parce que concrètement, du coup, l'idée c'est que par exemple, moi je m'y connais pas beaucoup sur les questions d'énergie. J'ai vu une conférence de Jean-Marc Jancovici, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, je vais lui dire, mon vote sur l'énergie, je le délègue à quelque part. Mais comment ça pourrait se passer, disons, plus concrètement ? Avec la technologie, du coup. La mise en place d'outils, justement, qui permettraient de mettre en place des délégations de vote en toute transparence, parce que ça, c'est important dans ces systèmes-là, justement, de démocratie. La transparence est primordiale. Donc, de savoir qui a délégué ses votes à quelle personne, et vraiment d'avoir cette transparence-là, les outils le permettent, en fait. Là, on est effectivement dans le respect de la vie privée, bien sûr, mais on n'est plus dans... on a atteint un autre niveau au niveau du débat démocratique, où on va être transparent sur à qui on a délégué les votes. Par contre, qui vote quoi quand on n'est pas délégataire ou qu'on n'a pas... donc délégataire, c'est-à-dire réceptionnaire de délégation. Dès lors qu'on n'a pas donné nos votes à quelqu'un, le vote qu'on va faire, nous, il nous appartient à nous. Donc cet anonymat du vote, il est toujours important. En fait, on va toujours utiliser le vote papier, c'est pas la question. Mais du coup, oui, pour la partie délégation, il y a des outils qu'il faut mettre en place, qu'il faut déployer. Et là, je vais pas aller trop loin dessus parce que ça fait partie des projets sur lesquels je travaille. Du coup, je vais pas non plus trop en divulguer. Je trouve ça vraiment génial parce que typiquement la démocratie délégative, c'est un système que je connais encore peu, que j'ai découvert du coup grâce à tes interventions. Mais je trouve ça vraiment cool parce que j'ai l'impression que souvent il y a des gens qui vont dire ah oui mais vous faites que critiquer, vous proposez rien, vous savez pas ce que vous voulez finalement. Ou un peu There is no alternative de Margaret Thatcher ou des trucs comme ça, en mode peut-être que le système il est pas optimal, mais en même temps il y a rien de mieux quoi. Et là je trouve qu'il y a une proposition hyper concrète, hyper pertinente d'une autre manière de faire, et c'est vraiment nécessaire. J'ai l'impression aujourd'hui, tu vois, d'avoir un peu de nouvelles, je sais pas à quel point on peut dire utopie, mais en tout cas d'avoir ces nouveaux systèmes qui donnent envie, vers lesquels on a envie de se battre quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se bat beaucoup pour finalement l'ancien système, il est nul, etc., etc. Et le fait d'avoir des propositions de systèmes alternatifs, c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai rien de plus à ajouter. Génial.
Et toi, ça, tu dirais que la démocratie délégative, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place dès maintenant à l'échelle de la France, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de trucs techniques sur lesquels travailler avant que ça soit le cas? C'est plus une question de... Enfin, ça pourrait pas être mis en place demain. En fait, c'est plus une question d'éducation. Je pense que pour que ce soit mis en place, il faut qu'il y ait une acceptation de la population. Tu peux pas mettre en place un système demain pour pallier l'existant en se disant on va remplacer ce qui existe, qui marche pas, qui est foireux, et on va mettre en place un truc génial demain. Parce qu'il y a une nécessité, un besoin de formation des gens. Nous, on a réussi à mettre ça en place aussi au niveau du Parti Pirate parce que le Parti Pirate, c'est un lieu d'expérimentation, donc on a expérimenté le système. Effectivement, il y a eu des blocages, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à rentrer dans ce système-là. Du coup, ce qu'on a fait pour pallier ça, c'est qu'on a mis en place des formations. Donc là, il y a des formations qui ont lieu tous les mois. Au tout début, la volonté qu'on avait avec ces formations, que j'avais conçues, c'était de faire en sorte que tout le monde s'imprègne complètement des statuts qu'on a mis en place. Du coup, les statuts du Parti Pirate qui utilisent la démocratie, c'est ceux qu'on a écrits en 2018 avec un juriste. Ça fait partie... En fait, la démocratie délégative, c'était la brique qui me manquait sur tout ce que j'avais déployé dans mes études de management, tous les systèmes de prise de décision horizontale, etc. Et il me manquait la brique par démocratie délégative. Et donc, j'ai intégré la démocratie délégative dans ma réflexion et ça a donné des statuts du Parti Pirate. Et donc, du coup, le système là qu'on a mis en place, au départ, on a eu une adhésion qui était assez faible et on a repéré du coup qu'il manquait une formation. Donc, on a déployé une formation qui est dispensée là tous les mois, 2 fois par mois presque, je crois. À la demande en fait des membres du Parti Pirate pour qu'il y ait une intégration vraiment des outils et de ce système de démocratie délégative, qu'ils comprennent comment ça fonctionne et que dès lors qu'on adhère au Parti Pirate, eh bien on est pleinement en capacité de voter, de participer aux décisions qui sont prises par l'organisation et même de proposer des décisions. Et donc de participer ou de déléguer ses votes. Et donc cette expérimentation, on a eu pas mal de retours plutôt positifs des personnes qui ont participé. Le fait est qu'à partir du moment où on a compris comment ça marchait, à partir du moment où on s'est intégré dans ce système-là, c'est difficile de revenir en arrière sur des systèmes traditionnels. Du coup, moi, j'envisage plus du tout toute forme d'engagement personnel dans n'importe quelle organisation aujourd'hui. Je ne l'envisage plus du tout de la même façon. Si je rentre dans une organisation, ce sera difficile pour moi d'accepter que d'autres prennent des décisions à ma place et que moi, je ne puisse même pas participer ou voter sur les décisions qui sont prises à mon niveau, quoi. Et que les systèmes de vote utilisés ne soient pas des systèmes tels que ceux qu'on a déployés au sein du Parti Pirate aujourd'hui. Mais je vais travailler, en tout cas aujourd'hui, c'est mon objectif de travailler à la création d'une organisation qui intégrerait ça et qui ne soit pas un parti politique, parce que je pense qu'on en a besoin en dehors des partis politiques. Et je pense que le seul moyen de montrer que ça peut fonctionner en dehors d'un parti politique, c'est de soi-même se l'appliquer, en fait. Donc moi, mon objectif, c'est d'aller dans cette direction-là, de se dire, on doit de toute façon infuser ce système-là partout. On ne pourra pas infuser en se limitant à un parti politique, parce que et là, je vais aller dans la direction que je prends aujourd'hui, qui est de dire, Simone Veil, cette autrice anarchiste qui avait écrit un bouquin qui s'appelle, une note en fait, qui s'appelle La note pour la suppression générale des partis politiques. En fait, elle avait raison, et elle a raison de dire que les partis politiques, en fait, c'est pas une fin en soi et qu'on devrait tout faire pour s'en séparer le plus possible. Et moi-même, depuis des années, même avant que je rentre au Parti Pirate, même avant, quand j'étais chez les Verts, même avant que je rentre chez les Verts, mon grand objectif dans la vie, c'était de supprimer les partis politiques. J'estimais qu'il n'y avait aucune nécessité, aucune raison de maintenir ce système-là et qu'on ne devrait même pas aujourd'hui avoir de partis politiques, parce que c'est vraiment... Les partis, c'est vraiment c'est une plaie, en fait. C'est un vrai problème globalement dans notre société, parce que ça entretient le système dans lequel c'est en train d'exister et par lequel ça existe. Donc on ne peut pas conserver un système, on ne peut pas lutter contre un système en l'entretenant par le biais d'un parti politique. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je m'engage aussi contre les partis politiques et que du coup ça va être le cœur de mon engagement dès à présent de me dire que il faut qu'on arrive à sortir de ça, il faut qu'on arrive à infuser des systèmes décisionnels, et pour réussir à infuser des systèmes décisionnels, on ne doit pas le faire seulement que dans les partis politiques, on doit le faire à l'extérieur, on doit le plus possible ouvrir ça, et on doit le plus possible sensibiliser les gens et former les gens pour que de plus en plus ils puissent s'approprier cette méthode-là de prise de décision. Pour qu'ils s'approprient cette méthode-là de prise de décision, il faut leur proposer, il faut leur parler, il faut leur suggérer, et on ne peut pas faire ça à travers les élections, parce que les élections, c'est
c'est verrouillé et c'est l'application d'un système bien spécifique électoral que les partis en force aujourd'hui et les partis en présence aujourd'hui n'ont aucun intérêt à changer. Parce que s'ils le changeaient, ils perdraient tout pouvoir. Donc on est vraiment... pour moi, pour sortir de ça, on ne peut pas le faire en étant dans un parti politique. On est obligé de le faire en dehors des partis politiques. On est obligé d'investir le plus possible. Ce qu'on appelle, quand on est dans un parti, on appelle ça la société civile. On est obligé d'investir le plus possible la société civile. Et donc, pour investir la société civile, il n'y a pas de secret. Il faut s'engager autrement. Il faut s'engager à l'extérieur. Il faut aller les voir. Il faut aller à leur rencontre. Il faut leur proposer des outils. Il faut leur dire comment fonctionnent ces outils et leur permettre aussi de s'imprégner, de s'approprier ces outils. Et de les utiliser au quotidien. Et donc ça, moi, ça va être au cœur de mon engagement aujourd'hui. La démocratie délégative, ça a toujours été quelque chose qui me portait. Mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie vraiment d'aller à la rencontre des gens et de leur montrer qu'il y a d'autres méthodes de prise de décision et que cette méthode-là, c'est peut-être une solution. Et c'est peut-être celle qui va nous permettre, en tout cas, de sortir de cette crise démocratique. Voilà. Après, aujourd'hui, on est dans un système extrêmement représentatif. On a habitué les gens à les tenir par la main en votant pour des personnes. Donc, c'est difficile de leur dire demain, vous n'allez plus avoir quelqu'un qui va vous tenir par la main, vous allez devoir décider tout seul. C'est très difficile. Mais l'objectif, c'est de former les gens et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça doit être progressif, ça va prendre du temps. Ça va prendre un certain temps. Et un jour, peut-être bientôt, on pourra effectivement appliquer une méthode de prise de décision en démocratie délégative parce que ce sera naturel et que tout le monde dira mais pourquoi on vote pour des gens, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas nous-mêmes voter? Mais c'est pas demain. Je sais même pas si j'aurai la chance de voir ça de mon vivant. J'aimerais bien, mais je me dis, moi, je fais partie des petites briques qui construisent la maison. Alors, j'imagine que je dois être une grosse brique, du coup, parce que j'en parle tout le temps. Ouais. Du coup, je fais partie des personnes qui infusent ces idées-là. Mais je fais partie des briques, en fait. La construction, elle va prendre du temps. Et au final, une fois qu'on sera plein de briques, on pourra construire vraiment une nouvelle société sur la base de cette méthode de décision. Mais c'est bien de passer par ça. Et pour moi, c'est une étape vers la démocratie directe, même si la démocratie directe, peut-être, c'est même pas une fin en soi, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller voter tout le temps. On n'a pas envie de tout le temps solliciter sur tous les sujets. Enfin, c'est bon, quoi. On n'a pas forcément que ça à faire, déjà. Et ce système de délégative, en fait, même peut-être la Suisse qui est en démocratie directe ou presque directe, peut-être qu'il aurait envie de passer sur un système délégatif, parce que finalement, la démocratie directe, il y a quand même beaucoup d'abstention, il y a quand même plein de gens qui votent pas. Voilà, ce serait un bon moyen de lutter contre l'abstention et en même temps, il y aurait des gens qui s'abstiendraient de toute façon, mais par la délégation qui pourrait donner à d'autres personnes la possibilité de s'exprimer à leur place. Du coup, s'abstenir, mais au moins être représenté d'une certaine façon. Du coup, en fait, au sein du Parti Pirate, vous appliquez déjà cette démocratie délégative et est-ce que est-ce que tu trouves que ça marche bien? En gros, est-ce que c'est plutôt cool au quotidien ou pas particulièrement? Alors oui, on l'applique depuis 2018, depuis l'adoption de ces statuts qui ont intégré la démocratie délégative. Et au début, c'était les balbutiements. Au début, on avait plein de gens qui sont arrivés qui ne savaient pas du tout comment ça marchait. Donc, on n'avait formé personne. Du coup, on n'avait pas du tout prévu les formations pour ça. On s'était dit, ouais, c'est génial, ça va marcher, tout le monde va être content. Et en fait, les gens ne savent pas comment ça marche. Donc, du coup, ils ne l'utilisent pas. Et donc, au début, ça a été un peu dur. Et puis, à force de formation, même des anciens membres, au final, il y a de plus en plus de personnes qui se sont imprégnées de cette méthode de prise de décision et qui l'ont expérimentée au sein du Parti Pirate, en restant ou pas. En fait, des fois, en fait, les gens, ils rentraient dans le Parti Pirate, ils adhéraient pendant 1 an pour expérimenter le truc, et puis au bout d'un an, ils arrêtaient d'adhérer, et puis ils partaient sur d'autres organisations où ils infusaient cette méthode de prise de décision. Avec plus ou moins de succès, bien sûr, parce que c'est pas forcément facile d'imprégner ça ailleurs. Mais du coup, ça nous a permis, ça nous permet de participer, de faire participer le plus de monde possible. En fait, quand on est membre de cette organisation, on est en charge du programme. Donc, on est en charge, vraiment, on a cette charge-là, cette responsabilité-là. Le fait est que il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Je pense que d'avoir voulu mettre ça en place dans un parti politique, c'était une bonne idée en soi au départ. Et puis, en fait, je me dis, de toute façon, ça peut pas marcher. Parce qu'un parti politique, sa vocation, c'est de participer à des élections. Il n'y a pas de... Un parti politique, c'est pas un think tank, c'est pas une organisation... C'est ce qu'on voulait faire au départ. Nous, on voulait que le parti politique, pas que ce soit un think tank, mais on voulait être un laboratoire démocratique
on voulait faire de ça, en fait. Le Parti Pirate, c'était la vocation qu'on avait à un moment, c'était de se dire, voilà, on a un laboratoire démocratique, on va mettre en place des systèmes de décision, on va mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de construire un programme et puis de rendre l'organisation plus intéressante, plus intelligente et de sortir un peu des logiques partisanes traditionnelles qui visent à broyer les gens et à détruire absolument toutes les personnes qui pourraient s'engager un minimum et à valoriser et à favoriser les égaux. Et puis, en fait, je me rends compte que dans un parti politique, ça peut pas marcher. Un parti politique, c'est vraiment un lieu c'est un lieu où les gens sont broyés, de toute façon. Y a pas ça marche pas comme ça, en vrai. On peut pas arriver avec des grandes idées vertueuses dans un parti politique. Le parti politique, c'est un parti politique. Enfin, un parti, c'est un parti, quoi. Y a pas on peut faire de la politique en dehors des partis, hein. C'est pas obligatoire d'être dans un parti pour faire de la politique. Mais vraiment, les partis politiques, vraiment à proprement parler, c'est vraiment des lieux toxiques par nature, malheureusement. Donc, je veux dire, le Parti Pirate aurait pu échapper un peu à ça si il n'avait pas été rattrapé par ces vieux démons. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'en arrive à ce constat et c'est pour ça, je peux en parler librement parce que au moment où tu vas diffuser ce podcast, je ne serai plus porte-parole, donc je n'ai pas de problème avec ça. Et c'est un constat vraiment pour moi qui est évident, c'est que les partis politiques sont toxiques par nature parce qu'ils s'inscrivent dans un système qui, de toute façon, est toxique. Le système de la Ve République est toxique. Le système électoral français est toxique. Il est basé sur l'argent, il est basé sur les égos, il est basé sur les représentations, il est basé sur les personnes et il est très, très éloigné de tout ce qui est idée ou défense des idées. Et donc, un parti politique, ça s'inscrit là-dedans, même si on essaye par le biais de grandes volontés de personnes qui auraient envie de s'en extraire. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont idéaliser en fait les autres et qui vont cultiver cette personnification qui est nécessaire dans l'engagement politique aujourd'hui en France et du coup par cette culture de la personnification dans les partis politiques, on se retrouve avec les mêmes travers que dans d'autres organisations plus traditionnelles. Donc je parlais des partis tradis en opposition aux partis politiques globalement avant. Et maintenant, je me dis, en fait, les partis tradis, en fait, tous les partis politiques sont traditionnels de fait parce que par nature, ils s'engagent, ils s'investissent et ils s'inscrivent dans le système électoral et par nature, ils vont participer à des élections. Et là, on a vu récemment, on voit le Parti Pirate va s'inscrire et va participer aux élections européennes avec la volonté de gagner, ce qui est juste pas possible parce que c'est un parti qui n'a pas les moyens de gagner vu que les élections sont vraiment verrouillées et qu'il faut énormément d'argent pour gagner. Donc, le Parti Pirate va s'engager dans cette direction-là en disant on va gagner les élections et on va avoir des élus. Et c'est la stratégie qui a été choisie. C'est une stratégie, moi, que je ne peux pas soumettre, que je ne peux pas assumer et je ne peux pas soutenir parce que je ne souhaite pas mentir, en fait. Il y a quelque chose que j'ai du mal à faire et c'est quelque chose qui me rattrape aujourd'hui. C'est que je refuse et je n'accepterai pas d'être hypocrite et de mentir. Je ne peux pas faire ça, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et c'est malheureusement, aujourd'hui en politique, si t'es pas hypocrite et si tu ne sais pas mentir, tu peux pas aller très loin en fait. Dans les partis politiques, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup de représentants politiques aujourd'hui mentent et sont hypocrites. Et c'est aussi pour ça que les partis politiques aujourd'hui que les gens ont très peu confiance dans les partis politiques au final, parce que oui, les gens mentent malheureusement, et c'est comme ça malheureusement qu'on se retrouve avec des personnes qui vont prétendre que l'année prochaine elles vont gagner les élections, alors que clairement non, elles ont même aucune chance en fait, c'est juste pas possible. À un moment, faut arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Et c'est en fait c'était avec cette dynamique-là d'honnêteté qu'on avait participé aux élections en 2019, où on avait dit voilà, on participe aux élections. On sait très bien qu'on ne va pas avoir, aux élections européennes, on sait très bien qu'on ne va pas avoir d'élus à la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est juste montrer qu'on existe et montrer qu'on est là et bénéficier de cet espace médiatique pour faire connaître les idées du Parti Pirate et faire connaître ce qu'on défend et ce qu'on porte. Et effectivement, en 2019, on a eu une recrudescence de notoriété qui nous a permis de surfer un peu sur ça et qui nous a permis d'infuser un peu nos idées et de faire connaître l'organisation. Et depuis 2019, il y a vraiment un regain de notoriété sur le Parti Pirate parce qu'on a justement pu porter en 2019 cette organisation un peu différente.
Là, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller parce que cette organisation un peu différente, elle porte pas seulement sur l'organisation à proprement parler, elle porte aussi sur les personnes qui la composent. Et si les personnes n'ont pas la volonté de maintenir une organisation différente, de maintenir cette transparence, de maintenir une démocratie telle qu'on l'a choisie et telle qu'on l'a organisée en 2018, si les personnes aujourd'hui qui sont au sein du Parti Pirate ne continuent pas et ne font pas perdurer ça, eh bien, effectivement, le Parti Pirate redeviendra ce qu'il était avant et ce qu'il pourrait devenir, c'est-à-dire un parti traditionnel comme tous les autres. Et donc, j'espère, enfin, je dis pas que ce sera le cas, j'espère juste que les personnes qui composent aujourd'hui le Parti Pirate vont prendre en considération cette remarque-là, qui est que le Parti Pirate, il est ce qu'il est parce que les personnes qui le composent ont décidé qu'il était ce qu'il était. C'est pas la France Insoumise qui est la France Insoumise parce que Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la République En Marche qui est la République En Marche qui est la République En Marche parce que Emmanuel Macron. C'est pas le Parti Socialiste qui est le Parti Socialiste parce qu'il y a 100 ans d'histoire derrière. Ou c'est pas les Verts qui est les Verts parce qu'il faut lutter contre l'énergie nucléaire. C'est le Parti Pirate qui est le Parti Pirate parce que les membres font le Parti Pirate et construisent le Parti Pirate. Ça a toujours été comme ça. C'est les membres qui construisent le Parti Pirate. On a eu un moment, avant que je rejoigne le Parti Pirate, je pense que je n'y serais pas restée si ça avait été le cas à ce moment-là, mais avant que je rejoigne le Parti Pirate, il y a eu une période où il était composé de personnes d'extrême droite. Voilà. Donc il y a eu une période un peu douteuse où on avait effectivement des gros problèmes de sexisme, de racisme au sein du Parti Pirate. C'était dans les années 2012, un truc comme ça. Et heureusement, toutes ces personnes se sont lassées et elles sont parties. Et elles ont rejoint d'autres organisations politiques sans doute ou pas. J'espère pas. J'espère qu'elles se sont évanouies dans le monde. Mais du coup, le Parti Pirate a vécu ça à un moment. Et j'espère que ces travers-là qu'on a dans les organisations traditionnelles de culture de l'ego, de culture de la personnification politique, j'espère que ces travers-là, on ne les rencontrera pas au Parti Pirate. J'espère sincèrement que ça n'arrivera pas. Moi, j'estime que c'est ce que j'explique aussi dans mon bilan personnel que j'ai publié sur le forum du Parti Pirate. J'estime que justement, moi, j'ai jamais voulu être personnifiée, j'ai jamais voulu personnifier une organisation, j'ai jamais voulu être le leader ou être la personne la plus connue ou quoi. Moi, ce que je veux, c'est juste faire en sorte que les idées que je porte, à savoir démocratie délégative, toutes les idées que je porte globalement, ce que je voulais, c'est qu'elles soient, la démocratie délégative, le bulletin unique, les votes. La transparence de la vie publique, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'absence d'hypocrisie, tout ça, et puis la suppression du coup de la centralisation des pouvoirs. Je voulais que ça, ce soit entendu, et je voulais que ce soit des choses que d'autres personnes pouvaient porter à leur tour et qu'on puisse avoir un véritable, une prise de conscience de la population. Malheureusement, je me rends compte qu'on ne peut pas le faire dans un parti politique. Et du coup, moi, je sors de cet engagement militant. Je sors de cet engagement partisan. Je reste militante, mais je sors de l'engagement partisan parce que j'ai justement pas envie de me retrouver à être cette personne qui incarne le Parti Pirate, parce que j'ai envie que d'autres personnes l'incarnent, parce que j'ai envie que ce soit les idées qui soient portées et pas les personnes qui portent ces idées. Et puis parce que je pense que je suis capable et que j'ai envie à un moment de porter ces idées-là à un autre niveau, ailleurs, en dehors des organisations partisanes. Et parce que pour moi, ça doit dépasser les partis et ça doit être porté vraiment, j'ai envie de dire, au niveau international et pas seulement au niveau du Parti Pirate français. Merci pour ce réalisme. C'est compliqué. Ouais. Et tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aussi être appliqué dans les entreprises, au-delà de la politique, etc. Aujourd'hui, on voit que les entreprises sont finalement très antidémocratiques. Finalement, c'est souvent le chef de l'entreprise qui décide tout. Est-ce que ça pourrait aussi être appliqué dans d'autres structures que... Oui. Oui, en fait, c'est ce que j'avais étudié, moi, à la fac. J'avais fait des études de management économie sociale et solidaire, en fait. Et l'économie sociale et solidaire, c'est l'intégration de toutes les parties prenantes dans la prise de décision. Et de faire en sorte que ce soit les personnes qui dirigent l'entreprise, les personnes qui travaillent dans l'entreprise ou les personnes qui
qui soutiennent l'entreprise, en fait, que tout le monde ait son mot à dire sur la façon dont on utilise les ressources de l'entreprise. Pour moi, cette façon de gérer les choses, donc en société coopérative, en société collective, coopérative d'intérêt collectif, donc les SKIC, les SCOP, ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont vertueux et qui devraient être le plus possible développés justement pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où tu as des actionnaires d'un côté et les salariés de l'autre et que les gens s'opposent et qu'au final, on se retrouve avec des décisions qui vont à l'encontre des biens, à l'encontre du bien de l'entreprise et à l'encontre du bien des salariés qui la composent. Pour moi, c'est important que déjà, quand on est salarié d'une entreprise, on soit en capacité de participer à la décision de l'orientation de cette entreprise. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est notre avenir qui est en cause dans l'histoire. Hein. C'est notre vie, en fait, qu'on engage quand on se salarie dans une entreprise. Et c'est aussi à nous, finalement, d'être en capacité de prendre des décisions et de orienter les décisions d'une entreprise. Donc, après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des sociétés anonymes ou des sociétés capitalistes avec des objectifs justement de capitalisation pour les actionnaires. Je pense que si on veut avoir une transition vraiment vertueuse de notre société, à un moment, il faut qu'on prenne en considération tous ces systèmes décisionnels qui permettent l'intégration le plus possible de toutes les parties prenantes dans tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'État, au niveau des associations, au niveau des municipalités, en fait, à tous les niveaux. Et ça passe effectivement par une prise de recul sur beaucoup de choses, sur les intérêts personnels, sur l'individualisme, il y a un moment, il faut réfléchir aussi à collectivement qu'est-ce qu'on veut pour notre société et comment est-ce qu'on veut travailler les uns avec les autres et les uns pour les autres. Finalement, dernière question. Si tu étais sur une scène, que tu avais l'humanité entière face à toi, un micro dans la main, et que tu pouvais leur faire passer un message pendant 1-2 minutes, quel est le message que tu aimerais leur faire passer, ce qui te paraîtrait le plus important? Par rapport à tout ce que je viens de dire, je pense qu'il est temps d'arrêter de se laisser tenir par la main et qu'il est temps à un moment de prendre son destin en main et de participer à la construction d'une société à notre image. Et que ça implique donc de s'élever et de refuser systématiquement toute forme d'infantilisation et de prendre conscience qu'on est en capacité, même si tout le monde nous dit le contraire, même si on a un syndrome de l'imposteur, même si on pense qu'on est mauvais pour ça, qu'on n'est pas capable de faire ça, qu'on est capable en fait de décider, de s'approprier notre destin et de décider ce qui va nous arriver et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. À bas le patriarcat, j'ai envie de dire. Ouais. Merci beaucoup, Florie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.